Bon, vous êtes prêts pour une longue vidéo les amis? Parce qu'aujourd'hui je vous parle de plusieurs projets de la CIA que vous êtes nombreux à probablement connaître déjà dans les grandes lignes, mais qu'il fallait que j'aborde sur ma chaîne. Vous savez que j'adore parler de contrôle des masses, de manipulation, et je crois que c'est un très bon moment pour faire un lien avec tout ce que nous vivons avec cette pandémie. Le début de la première histoire s'est déroulé au Québec dans les années 50. Celle du docteur Ewen Cameron, un médecin d'origine écossaise qui a détruit la vie de plusieurs centaines de patients sous couvert de traitements donnés à l'Institut Allen Memorial, un établissement psychiatrique très réputé à l'université McGill à Montréal. Ces expériences dignes d'un film de psychopathe se sont déroulées de 1948 jusqu'en 1963. Pendant une quinzaine d'années, le docteur Cameron menait le projet MK Ultra, qui est un ensemble de projets et de sous-projets de la CIA, dans le but de mettre au point des techniques de manipulation mentale et de contrôle des cerveaux, un contrôle mental basé sur le traumatisme et la manipulation au niveau psychique, le mind control, peut être défini comme une torture systématique qui bloque la capacité de la victime à prendre conscience du traitement qu'on lui inflige. On implante des pensées et des directives créées à partir de traumatismes extrêmes, ce qui va forcer la victime à agir, à ressentir, à penser ou percevoir les choses de la façon dont le programmateur l'a voulu. On remplace sa mémoire par une toute nouvelle, et c'est pas de la science-fiction. Les techniques de contrôle mental basées sur le traumatisme sont utilisées dans de nombreuses organisations à travers le monde. Ses origines remonteraient d'ailleurs à des milliers d'années, à l'époque de l'Égypte ancienne. Mais bref, revenons à notre histoire. Ces expériences de lavage de cerveau étaient donc menées à l'insu des patients. Ils n'étaient pas du tout au courant de ce qu'on leur faisait réellement. Ils venaient là pour traiter des troubles psychologiques mineurs comme la dépression par exemple. On leur disait qu'on allait bien veiller sur eux, qu'ils allaient bien se reposer, tout ça. Et ils ont servi de cobayes. Mais tu sais, les gens avaient entièrement confiance en cet homme, le Dr Cameron, qui était considéré comme le meilleur psychiatre en Amérique du Nord à l'époque. Donc forcément personne n'a jamais remis en question ses traitements, ses méthodes, du moins au début. Parce que plus le temps passait, plus les patients étaient terrifiés juste à l'idée de le voir pas loin. Ils se demandaient, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va encore me faire? Pour ceux bien sûr qui n'avaient pas encore perdu la tête. Et les personnes souffrant de maladies mentales font d'excellentes victimes pour les expérimentations MK parce que, premièrement, elles sont fragiles psychologiquement, mais dans le cas où elles dénonceraient ce qu'elles ont vécu, c'est très facile de les discréditer en disant que de toute façon elles sont folles. On peut mettre leurs témoignages sur le compte de leur maladie. Si on veut resituer le contexte, on était encore au début de la guerre froide qui avait commencé en 1947. À cette époque, les Américains étaient convaincus que les régimes communistes, comme les soviétiques ou les chinois, avaient trouvé une façon de laver le cerveau des gens et de contrôler leur esprit. Donc forcément, vous connaissez les Américains, Faut toujours qu'ils soient premiers dans tout, même dans la connerie. Donc il fallait qu'ils trouvent comment est-ce qu'ils ont fait les communistes. C'était plus fort qu'eux, Ils ont donc mis en place un programme de recherche, le MK Ultra, sur le sol américain comme au Canada et dans plusieurs autres pays dans le monde. Si le projet réussissait, les Américains seraient alors capables de faire parler des espions communistes de façon infaillible. Et la CIA s'est occupée des travaux du Dr Cameron, qui avait été président de l'Association américaine de psychiatrie et qui dirigeait alors l'Institut Allen Memorial à Montréal. Ses anciens collègues de travail ont décrit cet homme comme quelqu'un d'autoritaire, d'impitoyable, d'assoiffé de pouvoir, de nerveux, de colérique aussi. Bref, le genre d'homme avec qui t'as pas trop envie de travailler quoi. Avec ces traitements expérimentaux très brutaux, on pouvait non seulement construire de nouveaux souvenirs chez la victime, mais aussi créer une dissociation. La dissociation, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une séparation entre des éléments psychiques ou mentaux qui habituellement sont réunis. De cette façon, la prise en compte de la réalité et du vécu est réduite, soit de façon temporaire ou durable. Donc,
Tout ce qui est pensée, jugement, sentiment. La victime est ainsi capable de supporter avec plus de facilité, quand elle est dissociée, le futur traumatisme psychique à venir. On la déstabilise avec de la drogue, comme le LSD, puis arriveront des sessions intensives d'électrochocs, 20 à 40 fois plus puissants que ceux utilisés habituellement à l'époque pour un traitement. Certains patients pouvaient être plongés dans un sommeil artificiel durant des semaines, tout en entendant jour et nuit, sans arrêt, des enregistrements de simples bruits ou alors des phrases répétitives encore. Chacun avait droit à sa forme de torture. Plusieurs ont été placés en isolation totale dans ce qu'on appelait des chambres de privation sensorielle où, pareil, ils étaient exposés 24 heures sur 24 à un même message préenregistré pendant des semaines durant, sans jamais s'arrêter. Il y a de quoi devenir complètement fou. D'autres étaient complètement gavés de médicaments. On leur faisait un petit cocktail de barbiturique et de méthamphétamine en intraveineuse, et parfois ça provoquait la mort de la victime. Bref, le docteur Cameron allait aussi loin que possible dans toutes ses expérimentations, jusqu'à la limite du tenable pour un être humain. Comme vous pouvez vous en douter, les adultes n'étaient pas les proies les plus désirées pour ces expériences. Plus les victimes étaient jeunes, plus il était facile de les déprogrammer pour les reprogrammer. L'enfant est beaucoup plus façonnable. Pendant les 6 premières années de sa vie, son cerveau est en plein développement. Il enregistre les informations qu'il reçoit, mais il n'a pas la capacité de les remettre en question. Toutes les données qu'il emmagasine vont construire les fondations de son subconscient qui vont diriger 99% de sa vie d'adulte. C'est la raison pour laquelle quand un enfant est confronté à toutes sortes de maltraitances, qu'elles soient physiques, mentales ou sexuelles, ça laisse des traces dans l'ADN jusqu'aux 3 prochaines générations. La manipulation mentale des enfants a été étudiée dans le but, entre autres, d'en faire des futurs espions ou assassins. Je rappelle qu'on est en temps de guerre. Parmi ces expériences, on peut en trouver sur des enfants déjà atteints de troubles de la dissociation. Et au lieu d'être traités, d'être pris en charge, les enfants étaient maintenus encore plus profondément dans leurs troubles, avec des drogues, avec de l'irradiation, des électrochocs ou des abus sexuels perpétrés par des soi-disant médecins. Je précise que tout ce que je dis là n'a pas eu lieu qu'à Montréal. Le MKUltra a été développé également pour des abus rituels sataniques, pour ainsi faire une véritable science psychiatrique avec tous les troubles de la personnalité qui en découleraient. Et là, c'est très important de le rappeler, les gouvernements de chaque pays où le MKUltra a été pratiqué étaient au courant, étaient dans le secret, puisqu'ils finançaient une partie du projet avec la CIA. Tout est lié, les amis. Réduire un être humain à l'état d'objet est satanique. Bien évidemment, les conséquences de toutes ces expériences ont été terribles, non seulement pour les patients eux-mêmes, mais aussi pour leurs familles. Ça a complètement brisé des familles, cette affaire-là. Puis, je pense pas qu'aucune indemnisation, puisque certains en ont reçu longtemps après, puisse effacer tout ce qui a été commis, d'irréparable. Certains ont vraiment des parties de leur mémoire qui ont été effacées, des souvenirs importants qui ont parfaitement disparu de leur mémoire. Comme un dossier peut être supprimé d'un ordinateur, même chose. Certains sont redevenus comme des enfants dans leur tête, d'autres ont perdu leur capacité émotionnelle ou intellectuelle. C'est sûr que de telles expériences traumatisent les gens jusqu'à la fin de leur jour. Le docteur Cameron est mort en 67, peu après la fin du programme MKUltra. La CIA a fait détruire la quasi-totalité des dossiers du projet MKUltra dans les années 70. Donc il y a des centaines de familles qui n'ont jamais pu avoir le dossier médical de leurs proches, par exemple, pour savoir exactement ce qu'ils ont vécu. Et bien sûr, toute cette histoire est restée dans l'ombre très longtemps, mais grâce à certains documents ou sous-dossiers et surtout à des témoignages, on a pu faire connaître publiquement ce qui s'était passé. Il y a une émission canadienne, The Fifth Estate, et bien sûr plusieurs autres par la suite,
qui a révélé la vérité au grand public en 1980. Ils m'ont gardé endormi pendant 23 jours. Je dormais et ils me bombardaient d'électrochocs. Une vérité éclate rarement tout de suite. En général, ça prend des années, voire des dizaines et des dizaines d'années. Les Français, eux aussi, ont déjà servi de cobayes, mais d'une toute autre manière, vous allez voir. Je sais plus si je vous ai déjà parlé de cette histoire dans une vidéo, j'ai essayé de chercher dans mes vidéos, j'ai pas trouvé. Bon, peut-être que j'avais juste pris connaissance de cette affaire et que j'en avais pas parlé. En pleine guerre froide, la CIA a mené beaucoup d'opérations secrètes. Le 15 août 1951, ils ont bien choisi leur date, hein, la fête de la Vierge. Le bourg de Pont-Saint-Esprit, dans le sud de la France, avait été atteint d'une espèce de folie collective et hallucinatoire. Les individus affectés se jetaient frénétiquement sur leur lit, hurlant que des fleurs rouges s'ouvraient depuis leur corps. On partait en vélo, moi je parlais, il y en a qui faisaient l'avion à réaction par les fenêtres, ils se sont tués et on était fada. Certaines personnes couraient dans les rues toutes nues, plusieurs étaient persuadés d'être possédés par le diable, des enfants se plaignaient aussi que leur estomac était infesté de serpents. C'est pas des jokes, hein? Je suis resté exactement 21 jours sans dormir. Mes nuits, je les ai passées à compter, à murmurer le mot de saxophile, qui ne arrive absolument à rien, sans arrêt. Ou alors, à certains moments, venir ici, là, sur le palier que vous avez, regarder combien il y avait de hauteur, et il me disait, si tu tombais en bas, tu te ferais mal. 5 personnes ont perdu la vie, une trentaine ont été internées en psychiatrie, et environ 300 personnes étaient malades, donc la nausée, des brûlures d'estomac, des vomissements. Plusieurs se sont suicidés aussi. Le dénominateur commun, c'est que bon, apparemment ils avaient tous mangé du pain. Des études menées par les scientifiques montrent que le pain avait été contaminé par un champignon hallucinogène, l'ergot de seigle, qui est un champignon microscopique et qui peut parasiter presque toutes les céréales, sauf le maïs. Il contient des molécules responsables de l'ergotisme, une intoxication en gros, en particulier l'acide lysergique dont est dérivé le LSD. En 2009, près de 60 ans plus tard, un journaliste, Hank Albarelli, spécialiste des services secrets, il affirme que la crise de démence des habitants de Pont-Saint-Esprit viendrait d'une expérience secrète par la CIA et l'armée américaine dans le cadre d'un programme d'expérimentation sur la manipulation mentale. Eh bien, ce journaliste a fait un lien entre l'affaire du pain contaminé à Pont-Saint-Esprit et la mort d'un certain Frank Olson, un biochimiste pour la CIA, et spécialiste en drogue dure comme le LSD. Donc au début c'est sur lui qu'il enquêtait pour en savoir un peu plus sur sa mort un peu bizarre. En 1951, quelques fonctionnaires travaillaient pour l'entreprise chimique Sandoz en Suisse et étaient en étroite collaboration avec la CIA. Hank Albarelli explique que l'épidémie à Pont-Saint-Esprit avait été en fait produite par une expérience top secrète menée dans le cadre du projet MK Naomi, un projet complémentaire à MK Ultra. Et l'unité que dirigeait Frank Olson a supervisé cette expérience-là en France. Hank Albarelli explique aussi que Olson travaillait dans une base secrète de la US Army et que en pleine guerre froide, il s'était déjà livré sur des expérimentations sur des êtres humains pour mettre au point de nouvelles drogues à usage militaire. Frank Olson s'était rendu en France quelques mois avant l'affaire des pains. Et quand il est rentré aux États-Unis, il aurait confié à sa femme avoir commis une terrible erreur. Parce qu'en fait, bon, il y a eu plusieurs morts, mais que l'expérience n'était pas supposée provoquer la mort. Le journaliste Hank Albarelli a reçu un rapport confidentiel de la CIA en 1999, daté de septembre 1953, qui indiquait que toutes les hallucinations et tout le tralala n'étaient pas dues à l'ergot de seigle.
le champignon hallucinogène, mais d'une drogue fabriquée par l'homme. Et enfin, un document non daté de la Maison-Blanche qui avait été envoyé aux membres de la commission Rockefeller pour enquêter sur les abus de la CIA. Donc, ce document mentionne très clairement Frank Olson et Pont Saint-Esprit. Dans la version officielle, Frank Olson se défenestre en 1953, donc 2 ans après, lors d'une paranoïa aiguë après avoir consommé du LSD. Le journaliste Al Barelli était persuadé jusqu'à sa mort qu'Olson avait été assassiné. Si les MK Ultra, MK Naomi et tout ça sont officiellement terminés, il semblerait qu'ils aient simplement été remplacés par le projet Monarch. Je vous mets un extrait de conférence de Bill Schnoebelen, un pasteur et écrivain évangélique qui autrefois était du côté franc-maçon. And even today we have reason to believe that MK Ultra lives on in an even more heinous form as the Monarch Project. And the difference between the Monarch Project and the MK Ultra Project is that it fuses child abuse with Satanism. And what happens is that under the auspices of the government, children are not only tortured and drugged and electrocuted and having all sorts of horrible things done to them, but they are also hypnotized and have scientifically inserted demons placed within their altered parts, as they are called in what used to be called multiple personality disorder. It's now called dissociative identity disorder. And by doing that, they create various kinds of slaves, super spies, super sex slaves, super soldiers. And this is a very dismaying part of what the government is doing, but this is one of the many black projects. Un extrait plus long sera en barre d'infos, je vous invite à aller l'écouter. Bon, la partie qui va suivre risque d'être un peu difficile à entendre pour les personnalités sensibles, mais je peux pas ne pas le dire. Je vous mettrai ma source en barre d'infos, c'est un PDF de Alexandre Le Breton. Je le remercie pour son travail extraordinaire sur ce sujet-là. Vous le connaissez peut-être, les enfants sont profilés dès l'âge de 18 mois. C'est-à-dire que les programmateurs Monarch font une évaluation de la personnalité et du potentiel futur de l'enfant. L'enfant suit ensuite le script qui a été choisi pour lui dès ses premières années. Et plus tard, il va recevoir tous les pistons et bien sûr l'argent dont il a besoin de la part du réseau pour être placé à des endroits ou des postes stratégiques dans la société où il va apparaître avec une personnalité de façade. Donc on pense au monde de la politique, des finances, de la télévision, des arts et de tout ce qui peut distraire un public. La préparation d'une personne à la programmation concerne aussi son habilité à être possédée de façon démoniaque. Une partie de la programmation implique la participation à des rituels de sang pour invoquer les démons les plus puissants. Ces rituels sont voués à rendre un fœtus démoniaque. Cette création au sein du projet Monarch implique de la magie noire de haut niveau et de puissants démons. Les traumatismes commencent donc depuis l'utérus. Un fœtus peut être abusé de différentes façons, par électrochoc, par coup d'aiguille, ou alors par toutes sortes de traumatismes infligés à la future mère. L'enfant naît de préférence prématurément. Une naissance prématurée est importante pour mieux traumatiser l'enfant. Cathéter dans la vessie, intraveineuse. De sa naissance jusqu'à ses 18 mois, l'enfant va être inondé d'amour pour un futur retrait brutal de soins, de tendresse, d'amour, d'affection par la suite. Cette étape consiste à priver l'enfant de tout ce qui est beau, de tout ce qui est bon et agréable pour mieux le traumatiser avec notamment toutes les choses dont je vous ai parlé plus tôt dans cette vidéo, la drogue, les électrochocs, tout ça. Le but est de créer une fracture nette psychologique entre l'abondance d'amour et tout ce qui est sévices, torture. Et à ce moment-là, la victime ne peut pas associer les deux aspects complètement opposés de son géniteur qui font le même individu. Tantôt la face
d'un tuteur aimant, tantôt celle de la pire sorte de bourreau qui existe. La personne en qui l'enfant avait le plus confiance devient alors la personne qu'il craint le plus. Quand les victimes deviennent jeunes adultes, elles vont continuer de recevoir des traumatismes importants pour créer un certain nombre d'identités, de personnalités, d'alter ego. Et là, j'ai direct pensé à Beyoncé, entre autres, qui a souvent parlé de ses alter ego. Usually when I hear the crowd, when I put on my stilettos, the moment right before when you're nervous and that other thing kind of takes over for you, then Sasha Fierce appears and my posture and the way I speak and everything is different. Alors, tu regardes ça et elles en parlent comme si c'était complètement normal, quoi. En même temps, bon, c'est chez Oprah, hein. Quelque chose prend possession de moi et fait le boulot à ma place, y a rien là, hein. Bon, on le sait, tous les artistes jouent une sorte de personnage sur scène, c'est normal. Mais il y a une différence entre jouer un rôle et être dominé, contrôlé par quelque chose, quelqu'un. Les différentes identités sont un peu comme différents dossiers dans un même ordinateur. Le programmeur prend ensuite chaque fichier et il le programme comme bon lui semble. Il en fait ce qu'il veut. Et le vice va à ce point-là loin qu'on peut hypnotiser la victime ou la droguer quand elle est enfant ou même un petit peu plus âgée, en lui disant qu'on va l'opérer pour qu'un objet soit inséré en elle. Bien sûr, c'est une mise en scène, ils ne le font pas, mais tu sais, quand l'enfant croit que, dans les pires des cas, c'est une bombe qu'on a mis à l'intérieur de lui, dans les cas les plus malsains, et qu'on lui dit que cette bombe peut exploser à n'importe quel moment s'il parle de ça à quelqu'un, ben, c'est une arme de contrôle incomparable. Et une autre poupée made in America, c'est bien sûr Britney Spears, qui a complètement perdu le contrôle de sa vie depuis 2007, je pense, de sa vie privée comme de sa vie professionnelle, hein, d'ailleurs. On se rappelle de l'épisode où elle s'était rasé la tête, là. C'est pas juste une star qui pète un câble et qui se rase la tête, là. C'est un appel à l'aide. Bon, Britney, on pourrait faire un épisode complet, tellement c'est flagrant malheureusement qu'elle est complètement contrôlée, la pauvre. Mais quand on lui a demandé pourquoi est-ce qu'elle s'était rasé la tête, elle aurait répondu qu'elle était juste fatiguée, épuisée d'avoir des choses branchées sur sa tête et qu'elle ne voulait plus qu'on lui insère des choses en elle, des choses branchées sur sa tête. Ça rappelle la torture par électrochoc. Quant aux choses qu'on insère en elle, ça rappelle l'opération dont je viens de vous parler. Ces types de programmation contrôlent les pensées et les actions de la personne pendant des décennies, sans qu'elle n'en prenne conscience. C'est tout un travail déjà de prendre conscience qu'on a été programmé, mais en plus d'avoir le courage de vouloir se sortir de tout ça, sans trop de séquelles, parce que dès que vous essayez de reprendre votre liberté, c'est loin d'être gagné d'avance. Si beaucoup d'exemples portent à croire que la CIA opère toujours sous le projet Monarch, c'est certain qu'elle ne va pas l'avouer publiquement. Elle va pas dire au fait, on vous contrôle encore, hein, faites gaffe. Et qui, dites-moi, seraient les meilleures personnes à utiliser comme sujet de contrôle de l'esprit si vous étiez à la place de la CIA? Celle de l'industrie du divertissement, bien sûr. Si tu contrôles les stars, tu contrôles aussi les millions de personnes qui les suivent, qui les adulent. Et l'industrie musicale tient un rôle important. C'est un outil très puissant d'endoctrinement des masses. La musique qu'on impose aux gens, et je le dis clairement, la musique d'aujourd'hui nous est imposée. C'est ce son-là que tu dois écouter, puis tu ne vas entendre que ça à la radio. Cette musique, si on peut l'appeler ainsi, c'est un contrôle aussi puissant que le système scolaire ou que les nouvelles que tu vois à la télé à 20h le soir. Elle façonne les comportements et les valeurs des jeunes à travers les paroles qui a priori comme ça sont insignifiantes mais qui laissent des traces dans le subconscient des gosses. Mais aussi et surtout les vidéoclips.
Remember that like random school I went to? In Salt Lake City? Yeah. Did you visit me there? I don't remember, but then I saw a video. Wasn't I there? You don't remember it? No. I feel like we both blocked it out. Mom and Dad always loved like hiding things from everything. And I remember it was a school night. It was the middle of the night, and I just heard screaming, bloody murder. I didn't know it was people coming in and capturing her. I thought I was being kidnapped. I started screaming for my mom and dad, like, help me. And no one came. And then I think they said she like went to boarding school. The last school that I went to was Provo Canyon School. And that was the worst of the worst. I felt like a lot of the people who work there got off on torturing children and seeing them naked. They would prescribe everyone all these pills. I didn't know what they were giving me. I would just feel so tired and numb. Some people in that place were just gone. Like the lights are on, no one's home. A lot of people were on suicide watch. Solitary confinement. Like something out of One Flew Over the Cuckoo's Nest. They'd make people take their clothes off and go in there like for 20 hours. Felt like I was going crazy. Someone was in the other room that was like in a straitjacket, screaming. I was just freezing, I was starving. I don't know if my nightmares will ever go away, but I do know that there's probably hundreds of thousands of kids who are going through the same thing right now. So Provo Canyon School, it's been this beast that's been around for 50 years. But every once in a while, some employees would decide that it's going to be great if they open their own programs. So PCS not only is responsible for the kids they abuse, but like all these sister programs that branched out and made the troubled teen industry. There are other celebrities that went through PCS, and I won't say their name, especially not on camera, but like you're the first one to bravely speak up. The staff were abusive. I think one thing I can say is that they tried really hard to break me. And they caused a few cracks. Et malheureusement, quand tu fouilles un petit peu, tu te rends compte que beaucoup de superstars mondiales ont avoué avoir été violées, qu'elles ont eu une enfance difficile, ou bon, qu'elles ont un trouble de santé mentale, un trouble de la personnalité, bref, quelque chose. Bien sûr, c'est pas parce que tu as vécu l'une de ces choses que tu es forcément contrôlé sous MKUltra. Par contre, elles font des proies idéales, puisque déjà fragilisées, donc il est beaucoup plus facile de les reprogrammer, de les contrôler. Les programmeurs connaissent leurs problèmes de dissociation liés aux difficultés qu'elles ont traversées, donc forcément ils exploitent ça au maximum. On entend aussi énormément parler de ces stars extrêmement célèbres et populaires qui auraient vendu leur âme au diable. D'ailleurs certaines comme Katy Perry le disent ouvertement. I know what was going on in my life at 15 and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out and so I sold my soul to the devil. Mais je me pose la question, et je vous la pose aussi, désolée je perds la voix. Est-ce qu'elles ont vendu leur âme ou est-ce qu'elles ont été vendues? Est-ce qu'il y a des personnalités, et là je pense à Karen Mulder, qui a été violée de nombreuses fois depuis l'âge de 2 ans, donc par son père, par le système, par toutes les personnes avec qui elle a travaillé malheureusement, qui sont en fait, ouais, on peut le dire, victimes d'un système qui font d'elles des objets et rien d'autre. Et d'un autre côté, d'autres personnalités qui sont
pleinement conscientes, qui ne sont absolument pas programmées et qui ont vraiment vendu leur âme. Je pense qu'il doit y avoir un peu des deux. Et je voudrais en profiter pour faire une mini parenthèse. Je vois énormément passer de commentaires de personnes qui descendent ouvertement les artistes qui promouvoient la piqûre. On dit de ces artistes-là qui sont corrompus jusqu'à l'os, qui sont tous sataniques, satanistes. Je voudrais juste dire une chose, faut pas oublier que si environ 80%, et ce chiffre sort de je ne sais où, c'est ce dont on a l'impression, hein, tous, si environ 80% des personnes sur Terre, de la population mondiale est sous hypnose, ben, c'est pareil pour les personnalités connues. C'est pas parce que tu chantes en tabarnak ou que tu sais interpréter un rôle mieux que personne que automatiquement tu passes du côté avec un niveau de conscience élevé. C'est pas parce que tu chantes en tabarnak que tu es éveillé, réveillé sur tout ce qui se passe dans le monde. Ça n'a aucun rapport. Tu peux être un artiste extraordinaire et rester endormi. Alors, attention, hein. Certains sont clairement corrompus et j'ai 2-3 noms qui me viennent en tête, mais d'autres sont juste des citoyens lambda qui dorment, tout comme ta tante Germaine, qui sont incapables juste de comprendre, c'est pas de leur niveau de conscience. Et ils pensent vraiment faire la bonne chose en leur âme et conscience. Ils pensent qu'ils font la bonne chose quand ils demandent aux gens de se faire piquer, quoi. Alors même si ça nous passe... que ça nous énerve et que c'est dur de voir, surtout quand la personnalité a des millions d'abonnés sur Instagram. Nous, on connaît les conséquences de ce genre de post. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui sont inconscientes complètement. Je ferme la parenthèse. Les raisons pour lesquelles il est super important pour moi de vous parler de toutes ces vieilles affaires, c'est simplement pour rappeler premièrement à quel point ça fait longtemps qu'on est baigné dans le mensonge et dans la manipulation. Ces affaires-là méritent d'être mises en lumière encore et encore. On ne devrait jamais les oublier, mais aussi parce que malheureusement, beaucoup croient naïvement que ce sont des cas isolés et que aujourd'hui rien de tout ça ne serait possible. Alors, les techniques ont parfois un petit peu évolué, elles sont moins barbares sur le plan physique, si on met entre parenthèses les rituels sataniques, mais en fait elles sont devenues beaucoup plus traîtres. Leur but reste le même qu'il y a 50 ans, le contrôle de la population. Et il faut être incroyablement crédule pour ne pas le voir. Pardon, il faut être inconscient. Ces expériences du passé font partie intégrante de notre présent. Aujourd'hui, le lavage de cerveau est on ne peut plus d'actualité. Il passe beaucoup plus sournoisement dans les médias, à longueur de journée et à l'échelle mondiale. Alors c'est la même soumission aux spécialistes venant de monsieur et madame tout le monde. Ils ne connaissent pas, ils ne connaissent rien en médecine, alors ils donnent leur vie au complet aux spécialistes parce qu'ils ne savent pas non plus qu'un spécialiste peut être corrompu, hein, surtout quand il passe à la télévision. Et bien sûr, nos amis les scientifiques. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le contrôle mental règne sur tous les niveaux. Bien sûr, notre ami Big Pharma, l'industrie pharmaceutique, au sens large du terme, donc ça inclut le système hospitalier, les facs de médecine, l'ordre des médecins, mais aussi les systèmes judiciaires, politiques, les GAFAM et tout le milieu artistique. Mais moi, ce qui me fascine, c'est la facilité qu'ont les gens de croire que l'horrible histoire, par exemple, du docteur Cameron au Québec a bel et bien existé. Ils y croient, ils sont capables de croire que ça a existé à partir du moment où Radio-Canada en a parlé, et aussi parce que ça date d'il y a 50, 60 ans. Il est toujours plus facile pour un individu d'accepter l'horreur, l'inconcevable, quand l'événement s'est déroulé il y a très longtemps et que, Dieu merci, c'est terminé.
Et je suis persuadée que beaucoup, en regardant cette vidéo, ont décroché à partir du moment où j'ai parlé du projet Monarch. Parce que là, c'est actuel. Donc, croire au projet Monarch, ça crée une réalité à laquelle on peut avoir accès, mais aussi à laquelle on n'est pas prêt, bien souvent. Faut vraiment le vouloir, hein? Et quand une chose est à ce point-là inconcevable, invraisemblable, le cerveau préfère tout bonnement se protéger et se dire « Ok, ça non. Non, je voulais bien te suivre au début là, mais ça, non. » Mais malheureusement, oui, ça existe encore, plus que jamais, et à différents degrés. Et bien évidemment, Radio Cannes n'en parlera plus jamais. Mais les lanceurs d'alerte, oui, ils le font. Et là, tout le monde pointe du doigt les lanceurs d'alerte qui ne racontent que des conneries, là, sorties de je ne sais où. Ils veulent juste de l'attention de toute façon, hein, on le sait bien. Ben oui, aujourd'hui, on accuse toujours ceux qui dénoncent les horreurs au lieu d'accuser ceux qui les commettent. Comme ça, ça nous évite de prendre conscience du monde dans lequel on vit et on peut donc continuer bien sagement notre petite vie tranquille devant la télé, sans trop de scrupules. Les gens ne veulent pas que leur beau petit monde soit bouleversé. Mais là, il l'est en sacrément depuis 1 an. Hein. Mais tant qu'ils ont encore Netflix, bon, ça va quoi. Ça, c'est pas trop grave. Vous me voyez venir, les amis? Je ne peux pas ne pas faire un parallèle entre ce qui s'est passé il y a 50 ans et la pandémie qui dure depuis plus d'1 an maintenant. L'histoire se répète encore et toujours quand on oblige insidieusement les gens à se faire piquer avec des thérapies géniques expérimentales, parce que oui, elles sont encore en phase de test jusqu'en 2023, en leur promettant que c'est la seule et unique façon de guérir d'une maladie qui ne tue que 0,5% des personnes infectées, pour peu qu'elles soient réellement mortes de cette maladie, hein. Mais bon, ça, c'est autre chose. Les gens sont encore des cobayes aujourd'hui, à échelle mondiale. Ils font partie d'une expérimentation à leur insu, parce qu'on ne leur dit pas que c'est expérimental. À aucun moment on ne leur dit que la piqûre qu'on leur injecte est encore en phase de test jusqu'en 2023. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur Brandy Vaughan. Vous allez en apprendre davantage en tout ce qui concerne les picouzes. Elle s'est battue justement pour dénoncer et malheureusement, bon, elle n'a pas eu le temps de le faire longtemps. Pendant que les gens croient être réveillés, ils sont en fait sous hypnose, sous contrôle mental, devant leur télévision, qui rediffuse à chaque jour, en continu, les mêmes informations depuis plus d'1 an, à savoir des chiffres autour d'un virus. Au début, on nous parlait des morts. Maintenant, il n'y a plus de morts, fait qu'il faut inventer d'autres chiffres. Donc, on va parler des cas. Hein. Et ce virus qui a complètement rendu invisibles toutes les autres pathologies de la Terre. Et aujourd'hui, le message agit beaucoup mieux parce qu'il passe par le même canal qui sert aussi de divertissement, à savoir la télévision. Aujourd'hui aussi, les gens sont infantilisés, ce qui les rend incapables de prendre des décisions par eux-mêmes, des décisions sensées, avec du bon sens. Ils sont dans l'incapacité de réfléchir par eux-mêmes. Or, c'est ça être adulte. La vérité est que cette pseudo-pandémie a un impact bien plus grand sur le mental des gens que sur leur santé physique. Je vous en ai parlé plusieurs fois du contrôle par la peur dans mes dernières vidéos. Vous irez voir en barre d'infos si vous ne les avez pas vues. Pour terminer, je vous dirais qu'il faut essayer de ne pas virer fou avec tout ça. Je sais que c'est dur. Quand je vous parle aussi à moi-même. Hein. C'est très bien d'être conscient que tout ça existe, mais faut pas que ça nous obsède. Sois juste conscient à qui tu donnes ton admiration, qui tu décides de suivre sur les réseaux par exemple, et quel impact ça a sur toi. Moi avant, j'admirais des chanteuses, maintenant j'admire des généticiennes. Je dis ça un peu en joke, mais si on consacrait notre énergie à toujours se tourner vers l'amour et la vérité, et vers tout ce qui peut élever notre conscience, à devenir quelqu'un d'admirable, à la place d'admirer les autres, à prendre soin de soi, et je vous l'ai dit souvent ces derniers temps, mais je vais encore le répéter, à la bouffe,
celle pour votre corps, mais aussi celle pour votre esprit. Investir sur soi, sur la connaissance, devenir adulte et souverain, si c'était ça notre priorité. C'est notre destin qu'on a entre les mains, pas celui des autres. Est-ce que vous voulez connaître maintenant la vérité en ce qui concerne le Covid? Ou est-ce que vous voulez attendre un demi-siècle? C'est vous qui voyez. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me retrouver sur VK et sur les autres réseaux. Si vous voulez me faire un don, c'est encore très apprécié. Tout ça va être en barre d'infos. À très bientôt.